Sur les conséquences financières, économiques et sociales des événements du 13 mai dernier, le premier impact, c'est un impact colossal sur les entreprises du pays, puisque selon les chiffres donnés par le gouvernement en mission d'information, 724 entreprises ont été dégradées, pillées ou incendiées, dont seulement un tiers d'entre elles sont avec certitude assurées contre les émeutes. Et en plus de ces 724 entreprises détruites, 1233 entreprises supplémentaires indirectement sinistrées. Au total, l'estimation des dégâts pour le seul secteur privé sur les entreprises impactées est aujourd'hui, en termes de bâtiments détruits, de stocks perdus et de pertes d'exploitation, de 145 milliards CFP. L'impact est si violent que les entreprises impactées ont demandé aux banques de la place l'équivalent de 150 milliards de reports d'échéance, 150 milliards de capitaux empruntés. Et à ce jour, chiffre donné par le COSODA, c'est-à-dire le regroupement des assureurs, seulement 4% des dégâts estimés, c'est-à-dire 7 milliards 150 millions des sommes attendues au titre de l'indemnisation des sinistres du 13 mai, ont été versées aux compagnies d'assurance. Ensuite, impact sur l'emploi. Potentiellement, selon les demandes qui ont été adressées à la DTE et d'ores et déjà agréées par la DTE, il y a 35 000 emplois au total qui sont susceptibles d'être suspendus au titre du chômage partiel, c'est-à-dire l'équivalent de la moitié du total des emplois du secteur privé qui est aujourd'hui déclaré à la CAFAT à hauteur de 68 000. 8 000 demandes avérées de chômage effectif partiel ont à ce jour été déposées auprès de la CAFAT et agréées. Le besoin financier pour couvrir les indemnités de chômage correspondant à la prévision de montée en charge des emplois suspendus ou perdus est de 30 milliards CFP jusqu'au 31 décembre 2024. 30 milliards CFP. En ce qui concerne les dégâts aux infrastructures publiques, l'estimation des dégâts établis par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur ce secteur est de 50 milliards CFP, qui viennent s'ajouter donc aux 145 milliards de dégâts dans le secteur privé et aux problématiques d'emploi qui en découlent. À ça s'ajoute évidemment une perte de recettes énorme pour le pays. On estime que cette perte de recettes douanières, fiscales et sociales est de 43 milliards jusqu'à la fin de l'année, au minimum, 31 milliards de recettes fiscales et 12 milliards de cotisations sociales. À ça s'ajoute le constat d'un système de protection sociale qui est au bord de l'effondrement. Alors, il était déjà en très grande difficulté avant les événements du 13 mai, puisque le RUAM, nous le savons tous, était structurellement déficitaire d'au moins 10 milliards par an avant les émeutes. Et puis, on a des régimes prévoyance, donc CAFAT pour le secteur privé et CLR pour le secteur public, qui étaient également en déficit chronique, dont la situation s'est considérablement aggravée, avec une perspective de rupture possible de trésorerie qui entraînerait la suspension du versement des retraites d'ici la fin de l'année. Et puis enfin, dernier élément du tableau, dont on parle peu jusqu'à présent, mais qui est essentiel, c'est toute une série de services publics au bord de la faillite, d'ores et déjà réduits, voire stoppés. C'est le cas du transport public terrestre, aérien et maritime, qui est totalement sinistré. C'est le cas également du logement social. Je rappelle que le logement social en Nouvelle-Calédonie, c'est 15 000 logements et 50 000 personnes. À la SIC, à fin juillet, le constat était que 52% du total des locataires de la SIC étaient en situation d'impayé ou de retard de paiement. Ensuite, on a la situation d'Enercal, que vous connaissez tous puisqu'on en parle régulièrement dans cette enceinte. Enercal a bénéficié sur les dernières aides de l'État d'une subvention exceptionnelle d'1,7 milliard, mais cette subvention lui permet d'envisager une poursuite d'activité normale que jusqu'au mois de septembre. Et puis enfin, on a également des SEM provinciales en grande difficulté, qu'il s'agisse de Promosud, qui tient un conseil d'administration ce matin, qu'il s'agisse de Sodil, qu'il s'agisse de Noravenir, compte tenu notamment des participations qu'elles détiennent, notamment dans le secteur métallurgique et minier et touristique, qui sont deux secteurs largement impactés par la crise. Alors,
Alors, ça c'est le constat absolument apocalyptique des difficultés avec, j'insiste sur ce point, des menaces d'effondrement total du système à très court terme. On est en train de parler d'un effondrement possible du système dans les prochaines semaines ou les prochains mois au plus tard. Donc face à ça, quelles ont été les aides financières d'urgence qui nous ont été apportées par l'État? En ce qui concerne d'abord les aides au secteur public, c'est-à-dire au budget des collectivités. Le gouvernement a négocié et obtenu 24 milliards d'aides d'urgence à la Nouvelle-Calédonie. Pour tenir jusqu'à fin août, il en demandait 31, il en a obtenu 26, il demandait 31 milliards de subventions. Il en a obtenu que 6 en subvention. Et cette situation est gravissime parce qu'elle ne donne aucune visibilité sur le financement du chômage partiel dans la durée. Je rappelle le chiffre de tout à l'heure sur les besoins de chômage partiel jusqu'à fin 2024, c'est 30 milliards. Ni sur la compensation des pertes de recettes fiscales ou douanières, je rappelle le chiffre, 43 milliards minimum jusqu'à la fin de l'année, en sachant que c'est susceptible de se reproduire évidemment en 2025, 2026, etc. Aucune visibilité sur la reconstruction des infrastructures publiques détruites, ni évidemment sur le sauvetage de notre système de protection sociale et des services publics essentiels. Ça, c'est pour le secteur public. En ce qui concerne le secteur privé, il y a eu des aides d'urgence de l'État qui ont été accordées aux entreprises au travers de 2 décrets d'urgence qui ont été pris en date du 17 juillet. Mais le constat au 31 juillet, c'est que face aux 145 milliards de dégâts estimés au secteur privé, il y a 2,5 milliards en tout et pour tout d'aides au 31 juillet qui ont été apportées. Et puis par ailleurs, l'État a débloqué via l'Institut d'émission d'outre-mer une ligne de trésorerie de 25 milliards CFP qui a été mise à disposition des banques pour mettre en place des prêts à taux zéro de préfinancement, notamment des indemnisations d'assurance. Mais comme les assurances ne donnent pas leur feu vert pour le remboursement des dégâts, j'ai rappelé tout à l'heure 4% d'indemnisation, et comme cette aide à la trésorerie doit être remboursée au mois de septembre, en réalité, cette ligne de trésorerie n'est d'aucune utilité et elle n'a donné lieu qu'à une dizaine de prêts de la part des banques. Du coup, ce sont ces éléments de constat de l'importance des dégâts et des besoins financiers et de la faiblesse des aides d'urgence déjà mises en place qui justifient donc la proposition d'un plan quinquennal de reconstruction et d'accompagnement financier du pays. Retenez juste un chiffre, 3 mois après le passage du cyclone Irma sur Saint-Barth et Saint-Martin en 2017, le comité interministériel présidé par le Premier ministre en était à sa 4e réunion et le plan quinquennal était signé. Nous sommes plus de 3 mois après les événements du 13 mai et nous n'avons aucune visibilité sur l'aide de l'État dans la durée. Les aides de l'État sur un plan de 5 ans ont été attribuées malgré la compétence, l'autonomie fiscale de ces 2 îles. Donc c'est un argument qu'on ne peut pas... Et cette aide exceptionnelle de l'État n'a pas servi qu'à couvrir les besoins d'urgence stricto sensu, mais bien à compenser les pertes de recettes fiscales des collectivités impactées. Ensuite, un élément de droit, vous le savez tous, l'État est civilement responsable, c'est la loi, c'est le droit français, des dégâts causés au titre de troubles à l'ordre public, au titre de sa compétence en matière de maintien de l'ordre public. D'où un besoin global estimé à 500 milliards sur 5 ans, soit l'équivalent de 50% du PIB calédonien. Je rappelle ces chiffres. L'estimation des dégâts secteur public et privé, c'est 200 milliards de francs CFP. Et rien que pour l'année 2024, sur 7 mois, je rappelle que ces besoins sont estimés à 73 milliards, 43 de pertes de recettes fiscales et 30 de couverture des besoins de chômage total ou partiel. Donc, sur quoi on propose de flécher ce plan global ? Sur le financement des indemnités de chômage total et partiel sur les années 2024 et suivantes, sur la compensation des pertes de recettes pour les collectivités publiques pour les années 2024 et suivantes, sur la reconstruction des entreprises et des infrastructures publiques ou des entreprises détruites, et puis bien sûr sur le sauvetage de nos services publics essentiels. Si on entre dans le détail, on a donc déposé, mais vous le savez, cette proposition de résolution sur le bureau du Congrès le 2 août. Le premier article qu'on met dans cette résolution, parce qu'on ne peut pas ne pas en parler,
c'est évidemment la nécessité d'un accord politique global, puisque c'est le seul moyen d'avoir de la visibilité sur la reconstruction du pays, et la nécessité également de rétablir l'ordre public partout, parce que sans accord politique global et sans rétablissement de l'ordre public, il ne pourra pas y avoir sérieusement de plan de reconstruction du pays. À quoi serait destiné ce financement ? Au sauvetage des entreprises, à l'accompagnement social des Calédoniens privés d'emploi, à la reconstruction du tissu économique local, au sauvetage de notre industrie nickel et à l'accompagnement financier des collectivités impactées. Nous demandons plusieurs choses dans le cadre de ce plan quinquennal. D'abord, la révision du dispositif de soutien d'urgence de l'État aux entreprises tel qu'il découle des décrets du 17 juillet 2024. Il faut notamment revoir les conditions d'accès, de montant et de durée de ces aides exceptionnelles parce qu'elles laissent trop d'entreprises sur le bord de la route ou trop de besoins impératifs qui ne sont pas couverts. On demande également l'ouverture de lignes de trésorerie à taux zéro, mais pas sur une durée de 3 mois et pas conditionnée au préfinancement des indemnisations d'assurance. On demande également l'engagement de l'État à intervenir auprès des compagnies d'assurance, au moins françaises, pour accélérer le processus d'indemnisation. On demande également, et les mesures que je vais vous présenter là sont directement pour l'essentiel inspirées de mesures identiques qui étaient dans le plan de sauvetage et d'accompagnement Saint-Barth-Saint-Martin. On demande l'exonération du remboursement des PGE, les prêts garantis par l'État Covid, vous savez, pour les entreprises qui ont subi une incapacité totale d'activité sur une durée d'au moins 6 mois. On demande un allongement de la maturité des PGE, donc à 10 ans pour les entreprises, et le report de remboursement de 18 mois de ces PGE sur simple demande des entreprises. On demande l'instauration, et ça c'est directement inspiré du plan Saint-Barth-Saint-Martin, d'un moratoire d'1 an sur le règlement des charges patronales par les entreprises avec la possibilité à terme d'échelonner le paiement de ces cotisations sur 5 ans, voire dans certains cas d'en effacer 50%. De la même manière, on demande l'interruption, toujours inspirée du plan Saint-Barth-Saint-Martin, sur une durée d'1 an des procédures de recouvrement forcé en matière de recouvrement de dettes fiscales et sociales, toujours avec une compensation de l'État. Et puis, il nous faudra également nous pencher sur des réformes fiscales qui sont attendues et demandées par les entreprises impactées, c'est-à-dire la suspension temporaire des règles d'amortissement, l'extension des règles nationales applicables à la fiscalisation des indemnités d'assurance, en l'occurrence sur 3 exercices, la défiscalisation des indemnités d'assurance qui seraient touchées par les entreprises détruites dès lors qu'elles seraient intégrées au capital social de l'entreprise, et puis évidemment le dégrèvement des taxes foncières pour les entreprises détruites, parce que ça serait un comble qu'on exige le paiement de l'impôt foncier pour des entreprises qui ont été détruites. Donc encore une fois, ces mesures, elles sont de la compétence locale, mais ce qu'on demande au titre du plan quinquennal à l'État, c'est la compensation financière. J'ai dit tout à l'heure que sur les 30 milliards nécessaires au paiement des indemnités chômage total ou partiel jusqu'à la fin de l'année, nous n'en avons reçu que 13 dans le cadre des 24 milliards d'aides d'urgence accordées par l'État. Donc la première urgence, c'est de couvrir le solde, c'est-à-dire au moins 17 milliards pour assurer le paiement de ces allocations chômage jusqu'à la fin de l'année. Et puis ensuite, ce qu'il faut savoir, et vous le savez tous, c'est que le chômage partiel spécifique ne dure que 6 mois, 2 fois 3 mois, et que le chômage total ne dure que 9 mois, 3 fois 3 mois. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en plus du problème de la couverture financière de ces indemnités chômage, nous avons une perspective d'ici la fin de l'année pour 35 000 salariés qui est de ne plus avoir aucune indemnité ni revenu de remplacement d'aucune sorte. Et donc, ça, c'est la certitude, en dehors du problème de besoins financiers pour assurer le paiement jusqu'à la fin de l'année, c'est la certitude ensuite d'avoir des émeutes de la faim. Donc nous demandons à l'État l'ouverture d'une discussion pour prolonger et financer aussi longtemps que ça sera nécessaire
la poursuite de ces régimes d'indemnisation chômage, parce que sinon, nous avons potentiellement 35 000 familles qui vont se retrouver sans aucune source de revenus, pas même pour assurer leurs besoins alimentaires les plus basiques. À Saint-Barth et Saint-Martin, par exemple, l'État avait traité ça d'une autre manière, par le financement et la distribution de cartes d'alimentation prépayées à hauteur de 850 €. Il faudra ensuite discuter d'un volet reconstruction du tissu économique local pour le secteur privé. Là, on fait deux propositions. L'instauration d'une défiscalisation nationale spéciale reconstruction ouverte à toutes les entreprises détruites, quel que soit leur secteur d'activité, dès lors qu'elles s'engagent à reconstruire leur outil de travail dans un délai de 3 ans. L'intérêt de cette mesure, c'est de mobiliser de la matière fiscale du contribuable métropolitain, ainsi que la création d'un fonds d'investissement particulier outre-mer pour capter de l'épargne publique, notamment métropolitaine, et l'affecter à l'effort de reconstruction. Pour le financement du reste, on demande l'octroi de prêts à taux préférentiel garanti par l'État pour abaisser le coût des crédits nécessaires à la reconstruction. Et on demande également un effort d'abaissement du taux directeur de l'Institut d'émission pour les facilités de caisse et les besoins en trésorerie des entreprises concernées. En ce qui concerne le volet public, nous demandons la transformation des prêts Covid 2020 et 2022 en subventions. Nous demandons évidemment la compensation des pertes de recettes fiscales, douanières et sociales sur la durée du plan quinquennal, en sifflé au fur et à mesure de la constatation et de la certification du niveau de ces pertes de recettes. Et puis nous demandons évidemment le financement d'un volet spécial reconstruction des infrastructures publiques impactées, dont les dégâts sont estimés, je vous le rappelle, à 50 milliards. Et puis, il faudra également, indépendamment des réformes qu'on doit nous-mêmes conduire, et j'en parlerai dans une minute, il faudra également, dans ce plan, un volet spécial dédié à la préservation des services publics essentiels, qu'il s'agisse de logement, de transport ou d'énergie. Un mot sur la filière nickel. Je rappelle qu'une délibération cadre a été déposée et adoptée par le Congrès, donc il s'agit de voir dans quelle mesure il faut avancer sur ce travail. Et je le dis d'autant plus que nous avons eu mercredi dernier, sauf erreur de ma part, une audition des principaux acteurs métallurgiques et miniers du pays en commission nickel, qui nous ont dit tous les trois, et c'est une évolution importante, qu'ils avaient tous sollicité de l'Europe des financements dédiés au titre de ce qu'on appelle le Critical Raw Materials Act, le CRMA, en jargon. L'ASLN a sollicité des financements européens à ce titre pour des investissements importants de son process de traitement des poussières. La NMC l'a sollicité également dans le cadre de son projet d'ouverture et de la mine de Boaken. Et Keynes a sollicité de son côté la BEI dans l'hypothèse où les discussions sur une reprise, avec les repreneurs avec lesquels ces discussions se poursuivent, pour la reprise d'activité donc de l'usine du Nord. Tout ça démontre qu'il y a matière à s'intéresser à l'orientation européenne en termes stratégiques. Cette proposition de résolution concernant un plan quinquennal adressé à l'État pour structurer dans la durée sur une période de 5 ans le sauvetage et la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie n'a strictement rien de concurrent avec le processus de réforme qu'il faut mener à tous les niveaux en ce qui concerne un certain nombre de sujets locaux. Ça va du RUAM jusqu'à la TGC en passant par le système électrique et toute une série d'autres dispositions. Dernier chapitre de cette présentation, le premier niveau en termes de mise en œuvre, c'est évidemment l'adoption de la résolution aujourd'hui lors de notre séance. Le deuxième volet en termes de mise en œuvre, côté Nouvelle-Calédonie, c'est la constitution, c'est en tout cas ce qu'on propose, d'un comité interinstitutionnel pour tous défendre d'une seule voix auprès de l'État la nécessité et l'urgence de ce plan quinquennal. Et pour ne pas être coupé de la société civile et des forces vives, on propose que ce comité interinstitutionnel soit associé aux chambres consulaires et aux organisations patronales et syndicales, qui pourraient également d'ailleurs être nos relais à Paris auprès de l'État via les organisations nationales sur le sujet. Donc ça, c'est la proposition de mise en œuvre
côté calédonien. Côté État, on propose de calquer le modèle Saint-Barth-Saint-Martin, c'est-à-dire qu'on demande vraiment une élévation du traitement du dossier calédonien et du plan quinquennal directement sous l'autorité du Premier ministre lui-même, quel qu'il soit, assisté d'un comité interministériel, comme c'était le cas pour Saint-Barth et Saint-Martin, avec la nomination d'un délégué interministériel qui ne s'occuperait que de ça. Ensuite, il y aura évidemment tout un volet négociation et discussion avec l'État qu'il faudra conduire le plus rapidement possible, parce que je rappelle qu'il y a urgence. Et puis, il y aura des démarches nationales à opérer, non seulement auprès des institutions nationales, je veux parler du président de la République, du gouvernement lorsqu'il sera en place, mais aussi et surtout, puisque vous connaissez tous la situation politique nationale, auprès des groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce qu'aujourd'hui, la problématique politique nationale, c'est que, un, il n'y a pas de gouvernement, et deux, quand il y aura un gouvernement quel qu'il soit, il n'y aura pas de majorité claire parlementaire pour soutenir ce gouvernement. Et ça, c'est un problème pour nous parce que la déclinaison de ce plan quinquennal, en réalité, ce sont des inscriptions de crédit dans le budget de l'État au titre de loi de finances ou de loi de finances rectificative. Et donc, la meilleure manière d'assurer la promotion et le vote et l'engagement des parlementaires sur ces lois de finances et ces inscriptions de crédit, c'est d'aller faire directement auprès des groupes parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale la promotion de la nécessité et de l'urgence totale et absolue de ce plan de sauvetage de la Nouvelle-Calédonie. À défaut, on sera condamné à continuer le traitement du dossier calédonien de la manière dont il se passe aujourd'hui, c'est-à-dire des aides au mois le mois pour assurer à très court terme, mais avec la crainte que petit à petit, par effet domino, chacune des briques du système finisse par tomber, parce que c'est bien la menace, nous en sommes convaincus, qu'on a à gérer aujourd'hui.